Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Le scandale Pannier-Runacher rebondit. Et les Républicains ont l'air d'avoir gagné les élections de mi-mandat aux États-Unis. Alors où je vous parle, ça a l'air d'être plié, mais sait-on jamais, il peut toujours y avoir un scénario comme en 2020. En tous les cas, pour la presse aux ordres, ça ne fait aucun doute, le grand gagnant, c'est lui, c'est Joe Robinette Biden, à tel point d'ailleurs qu'il n'hésite pas à mettre en une information qui fait rire le monde entier, on dirait presque du Gorafi. Biden déclare avoir l'intention de briguer un second mandat. La bonne blague. Oui, c'est vrai qu'il est très très bas dans les sondages, tout le monde se moque de lui, on imagine comment il peut faire pour rattraper sa sénilité galopante. C'est vrai que 2 ans de plus, il va arriver en 2024 dans un drôle d'état. La réalité, c'est qu'il a certainement perdu le contrôle du Congrès et que toute sa politique s'est arrêtée, ce qui va rendre très compliqué une élection dans 2 ans. Il faut bien savoir que s'ils n'ont pas le Congrès et puis avec une politique économique qui risque d'être difficile, Joe Biden n'a strictement aucune chance d'être réélu, comme de nombreux candidats démocrates, à moins qu'ils trouvent la perle rare. Alors on va regarder précisément les résultats, on va essayer de les expliquer. C'est ma dernière capture d'écran, ça va peut-être bouger d'ici là. Mais il faut savoir que dans le Nevada, ça a l'air d'être gagné pour les Républicains, donc ils auraient 50 sénateurs. Et c'est par contre dans l'Arizona, ça a l'air d'être perdu pour les Républicains, donc les démocrates en auraient 49. Il manque un siège, et ce siège, c'est celui de la Géorgie qui se jouera en décembre. Il faut savoir que le candidat républicain a de grandes chances de l'emporter pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas pu atteindre 50% à cause d'un candidat libertarien. Mais ce candidat libertarien est prêt à laisser la place, d'après ce que j'ai compris. Tandis qu'à la Chambre des représentants, il ne reste plus que 8 sièges pour faire gagner les Républicains, parce qu'il y a pas mal de flips, c'est-à-dire un peu des appels à gauche à droite, mais il n'en reste pas moins que les Républicains semblent avoir remporté le Congrès. Alors, la première chose que l'on peut dire de ces élections, c'est qu'elles ressemblent à toutes les élections américaines, c'est-à-dire un vaste foutoir. Nous sommes 2 jours après le vote, nous n'avons pas encore les résultats définitifs. C'est rare dans un pays, je dirais, évolué, qu'on a un tel désordre. Nous avons des images, je n'ai même pas envie de les commenter, de désordre, de machines qui ne fonctionnent pas. Et puis, parfois, il n'y a qu'aux États-Unis, on peut voir ce genre de nouvelles, dans le Figaro. États-Unis, un élu local de Pennsylvanie, plébiscité après son décès. C'est un élu démocrate qui a été élu malgré qu'il soit mort et enterré. Et oui, paraît-il qu'ils n'ont pas le temps de réimprimer les bulletins. Vous voyez un petit peu où ils en sont, c'est-à-dire qu'il est mort le 9 octobre, les élections ont lieu le 8 novembre, ils n'arrivent pas à imprimer des bulletins en 48 heures. Bon, c'est encore du foutage de gueule XXL, et cela en dit long sur la déliquescence de la démocratie américaine. Je vous vois derrière, vous allez me parler de Dominion et tout ça. Moi, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas les compétences et puis je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais par contre, ce qui semble réel, et je le vois autour de moi, et je l'ai vu en France, à Paris ou ailleurs, et je dis à Paris parce qu'on a la même configuration. Regardez un petit peu cette carte électorale du Nevada. Tout ce qui est en rouge et en rose, ce sont des cantons qui sont acquis aux républicains. Et en bleu, c'est Las Vegas aux démocrates. Eh bien, vous avez exactement la polarisation des États-Unis résumée dans cette carte. Les villes, plus peuplées, démocrates. Les campagnes, républicaines. Mais vraiment à 70-80% quand on regarde les comtés exactement. Alors, on a compris que les gens des campagnes ne votent pas démocrates parce que peut-être qu'ils sont au plus proche des choses, un petit peu comme en France, avec les gilets jaunes, qui connaissent mieux la réalité que les gens dans les villes. Parce que dans les villes, qui sont-ils ces gens qui votent démocrates ou qui votent socialistes ou la REM? Eh bien, ce sont les bobos qui sont complètement conditionnés par certains messages qui ne remettent pas en cause. On se souvient d'ailleurs de ce que disait Emmanuel Todd, les gens éduqués aujourd'hui sont des imbéciles. Oui, des imbéciles qui ne remettent jamais en cause le discours dominant, au contraire, qui se conduisent comme des moutons et qui bêlent pour le répéter. Alors, qu'est-ce qui a certainement sauvé de la déroute Joe Biden? Vous posez la question, alors puisqu'ils ne sont pas woke, puisqu'ils n'aiment pas trop Joe Biden, puisqu'ils sont lassés de tout ça, qu'est-ce qui a bien pu
malgré tout, faire que les bobos sont quand même allés voter démocrates, comme ils ont pu voter Macron, etc. Ben, regardez, c'est peut-être ce genre de choses qui explique tout. Réduire la population contribuerait à l'atténuation du réchauffement climatique. Et voilà, vous avez tout compris, les électeurs démocrates sont écologistes et ils soutiennent ce discours dominant, cette nouvelle religion, sauver la planète, et ils ont perdu leur libre arbitre dans une certaine mesure. Je pense aux mots d'ailleurs d'Emmanuel Todd qui disait que nos élites sont complètement abruties, elles sont conditionnées par un discours. Normalement, quand on fait des études, on doit avoir un esprit critique. Eh bien non, elles répètent comme des moutons le discours dominant. Alors je vais remettre un petit peu l'article parce que réduire la population, tiens, ça nous fait penser à certaines choses. Je pense qu'il faudrait demander à des spécialistes. Je pense à Bill Gates qui est très très pointu sur la question. Puis en plus, nous avons une augmentation de la mortalité en ce moment dans le monde. Bill Gates doit savoir de quoi il s'agit. En tous les cas, vous avez compris que les écologistes étaient les idiots utiles du World Economic Forum, parce que ça, c'est exactement ce qu'ils désirent. C'est quand même assez curieux, il y a une sorte de, d'attaque groupée de tous les écologistes. Nous avons des activistes qui empêchent les gens de circuler sur les autoroutes, ils attaquent les tableaux, ils sont quasiment partout. Et puis il y a Macron à la COP27 qui nous explique que la France allait être leader de l'écologie verte. Il y a le World Economic Forum qui nous explique que la nouvelle révolution industrielle, c'est la révolution verte. D'ailleurs, les entreprises ont tous investi dans cette révolution verte, plus de 10 000 milliards. On comprend bien où ils veulent en venir. Alors, pour faire passer leur discours, il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est de la religion, c'est du conditionnement, c'est du totalitarisme. Et ils utilisent les mêmes méthodes qu'avec le Covid. Il faut terroriser, on va tous mûrir si on continue comme ça à cause des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, les décès vont augmenter. Alors, je suis un peu d'accord sur un point, la pollution est un problème, il faut lutter. Mais le seul ennui, les gaz à effet de serre, on a énormément de documents un peu critiques montrant que c'est pas si évident que ça. Il se pourrait que les éruptions solaires jouent un rôle bien plus important dans le réchauffement climatique que justement les émissions dues à l'homme. Mais voilà, il faut faire peur, il faut terroriser pour que tout le monde adhère à ce discours. Et ceux qui n'appartiendront pas à la grande confrérie du réchauffement climatique Sauver la planète, eh bien, ils seront marginalisés, voire censurés. C'est ça qui est vraiment inquiétant. Et on remarque que Biden, alors qu'il est détesté, alors qu'il est ridiculisé, il arrive à s'en sortir grâce à ça. Bien, en France, on a à peu près, j'ai envie de dire, la même histoire avec notre ami Pannier-Runacher. En effet, cette ministre est accusée d'être liée à une société détenue par ses enfants, dont les fonds, 1,2 million d'euros, proviennent de paradis fiscaux. Elle a été créée par son père, un ex-dirigeant du pétrolier Perenco. Ça a été révélé par Disclose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est défendue, notamment dans le journal Le Monde. Agnès Pannier-Runacher soutient qu'elle n'était pas obligée de déclarer les intérêts de ses enfants liés à des paradis fiscaux, en grosso modo. Ce sont ses enfants, ce n'est pas elle. Bon, Anticor a bien reconnu que la plainte était réelle. Alors, cela rebondit parce qu'en fin de compte, quand on lit cela, le père de la ministre, Jean-Michel Runacher, a créé en France en 2007 cette société civile nommée Arjunem, dont dans le cadre d'une transmission de patrimoine y apportant pour environ 1,2 million d'euros de parts, selon l'enquête de Disclose, qui est bonne. 4 de ses petits-enfants en sont les associés, dont les enfants d'Agnès Pannier-Runacher, et là, lisez bien, qui étaient alors mineurs et pour lesquels la ministre a signé en tant que représentante légale. Elle était donc responsable, c'était elle qui avait cet argent en fin de compte et non pas ses enfants. Donc il y a un grave problème et elle doit se justifier. D'autant plus que les comptes de Pannier-Runacher, quand on a 500 000 euros en liquide sur son compte, ça fait beaucoup pour Agnès Pannier-Runacher. Alors, pour ce gouvernement, les scandales s'enchaînent à une vitesse phénoménale. Je pense, par exemple, à ce qui est arrivé à la majorité LaREM au Sénat. En effet, le Sénat devait faire en sorte que le hold-up contre l'Argicarco soit voté. Vous savez, c'était 90 milliards de trésorerie que l'URSSAF convoitait. C'était Macron qui voulait absolument faire ce hold-up. Eh bien, le Sénat a dit non. Et regardez le nombre de voix.
302 voix contre 28. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que même les sénateurs LaREM ne sont pas venus défendre le texte, ils ont eu honte. Et puis, on peut continuer comme ça, sur les méfaits d'Emmanuel Macron. Voilà ce que nous apprend Charlotte Dornelas. La semaine dernière, il y a eu un rapport conjoint entre sénateurs et députés de la délégation parlementaire du renseignement qui s'inquiétait, elle, de voir certains intérêts fondamentaux du pays tomber entre les mains du narco-banditisme. Là, j'aimerais bien que Corbière vienne nous expliquer cela, que certains intérêts fondamentaux viennent tomber entre les mains du narco-banditisme. Eux qui travaillent souvent dans des banlieues, ils pourraient peut-être nous expliquer cela. Est-ce qu'ils nous en parlent? Non, pas du tout. Ils vont pleurer toutes les larmes de leur corps pour aller sauver 128 migrants du SOS Viking, c'est-à-dire créer un appel d'air, faire en sorte qu'il y ait plus d'Africains qui veulent venir en France, et puis après nous nous retrouvons submergés, puis nous voyons comme le lycée de Goussainville quasiment pris d'assaut, ou des commissariats pris d'assaut par des jeunes lycéens. Voilà, la France est en train de tomber, nous sommes en train de devenir un narco-État. Eh bien, on regarde ailleurs, on fait semblant de ne pas voir, et on continue d'entretenir la machine. Ça fait beaucoup. Encore? Eh bien, on y va, puisqu'on est dans les genres de nouvelles. C'est Marianne qui nous révèle cela, grâce au député PS Philippe Brun, écoutez, une fois n'est pas coutume, a pu consulter les documents du gouvernement sur l'avenir d'EDF. Tous les documents de Bercy prévoient bien un démantèlement d'EDF. Eh oui, notre service public, vous le savez pourquoi, c'est l'Europe qui veut absolument qu'il n'y ait plus de service public, parce que le service public, ce sont des rendements pour les fonds de pension, donc il faut détruire un maximum de services publics. Alors c'est très bien pour BlackRock ou Vantage, mais pour nous, c'est pas compliqué. À partir du moment où ils vont démanteler, ils vont privatiser, nous allons payer la note. Quand je dis payer la note, nous allons payer l'électricité au prix du marché. Et le prix du marché, c'est 10 à 15 fois ce que nous permettait d'avoir nous permettait EDF. Justement, le service public, c'est pour protéger les intérêts des citoyens. Le privé, c'est pour protéger les intérêts des actionnaires. Voilà, c'est tout. Et quand je pense que les LR ne votent pas les motions de censure, ça en dit long. Ils ont tous les jours, ils ont 20, 30 munitions, 30 prétextes. Et puis quand on voit, j'ai envie de dire, les tristes cires qui sont ministres dans ce gouvernement, après Pannier-Runacher, on va passer à François Braun. J'en ai pas parlé, c'était il y a 2-3 jours, mais véritablement, c'est immonde. Nous avons affaire à un tweet immonde. Je m'étonne que la France insoumise présente une idée de l'extrême droite italienne. Bon, dans tous les pays, on a réintégré les soignants suspendus, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc déjà, diaboliser en faisant croire que c'est seulement une idée d'extrême droite, c'est minable, monsieur François Braun. D'autant plus que Macron a rencontré Madame Mélanie, donc tout ça, c'est minable. Ensuite, comme solution miracle, exagération, on n'a pas dit que ce serait une solution miracle pour sauver l'hôpital, mais ça permettrait quand même, puisqu'il manque des soignants, d'en avoir un peu plus. Comme solution miracle à la crise de l'hôpital, je l'aurais dit, la réintégration des soignants non vaccinés n'est pas une solution, bien sûr, d'autant plus que financièrement, vous avez laissé des mois et des mois ces pauvres soignants sans salaire. Il faudrait mettre du budget, vous préférez le mettre pour financer la la transformation écologique en Afrique du Sud, ou donner de l'argent à Bill Gates, ou financer la guerre en Ukraine. Mais pour les soignants, ça, il n'y a pas d'argent. Et puis ces soignants sont devenus des boucs émissaires. J'ai encore entendu, ce serait un mauvais signe envoyé. Tout ça, c'est illégal, c'est immonde, c'est affreux. Et la dernière phrase, c'est du mensonge pur et simple. Elle est d'ailleurs rejetée par leurs collègues et leurs patients. Ah oui? Et quel sondage? Parce que moi, j'ai vu des manifestations de soignants vaccinés demandant la réintégration de leurs collègues non vaccinés. Quant aux médecins suspendus, je suis à peu près certain, le jour où ils réouvrent leur cabinet, laissez-leur réouvrir le cabinet, vous verrez la file d'attente qui se formera, parce qu'on a davantage confiance en un médecin qui a résisté à Big Pharma qu'à un docteur Marty, ou vous imaginez vous faire soigner par Mathias Vargon? Ça fait peur. Oui, on dépense des milliards, et je pense à ces 18 milliards d'aides financières pour l'Ukraine en 2023, dont 3,6 milliards. Alors, de l'argent pour la guerre, il y en a, mais pour les pauvres Français, ça, il y en a pas. C'est vraiment, vraiment épouvantable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. J'étais un petit peu occupé hier, j'avais plein de choses à faire, mais je vous remercie de tous vos messages.
C'est souvent le week-end où j'ai un peu plus de temps pour vous répondre. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas à référencer. Puis écrivez des messages, j'essaierai d'y répondre le plus que je peux. Merci beaucoup, à bientôt.